à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure concernant la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative qu'elle soit locale ou sur le plan national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de cette nouvelle émission, sans plus tarder, gros plan, aujourd'hui sur l'ANDEV, Association nationale des directeurs et des cadres de l'éducation des villes et des collectivités territoriales. Quelles sont ses missions? Quand est née cette association? Comment accompagne-t-elle les professionnels de l'éducation? Éléments de réponse avec nos invités dans un instant. En ce début d'année 2024, l'école, l'éducation, plus largement et sur toutes les lèvres décidément. Est-ce que les annonces du gouvernement sont à la hauteur des enjeux? Comment faire évoluer notre modèle pour réduire les inégalités? Faut-il, oui ou non, s'inspirer un petit peu de nos voisins européens? On voit ça là aussi dans un instant. Et puis, comme à chaque mag, Alix Sorsalou, puis on parle d'Acteurs de ton avenir, une association de jeunes Bretons engagés. J'ai failli te piéger. C'est bien ça, Acteurs de ton avenir, dans une dizaine de minutes. C'est parti. Expression orale avec mes invités. Bonjour Rosane Mérien. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite tous mes vœux. On peut encore le dire pour cette nouvelle année. Vous êtes donc la présidente de l'ANDEV. Je ne vais pas redire ce qu'est l'ANDEV, c'est tellement long, j'en perds mon souffle à chaque fois. Je le redis quand même, l'Association nationale des directeurs et des cadres de l'éducation des villes et des collectivités territoriales. Gabriel Fraga, bonjour. Bonjour. Vous en êtes le vice-président et le directeur général adjoint. Quand est né l'ANDEV ? L'ANDEV est né au moment de la décentralisation, donc au début des années 90. Avec quelle philosophie? Qu'est-ce qu'il y avait effectivement derrière la naissance de cette association? Eh bien, la volonté en fait des acteurs des collectivités territoriales, donc vous le disiez, ville, département, région, de pouvoir porter la voix de ces collectivités et notamment leur place en tant qu'acteurs éducatifs à part entière auprès de l'État pour conduire un service public d'éducation de qualité. Gabriel Fraga, quelles sont ces missions à l'ANDEV? La mission, c'est de créer, entre guillemets, un collectif qui peut unir toutes les forces territoriales autour à la fois des commandes de l'État sur les politiques éducatives, mais aussi les ambitions locales, et que justement, quel que soit le territoire, et le maillage est très large au niveau de l'ANDEV, on puisse être tous ressources les uns pour les autres en termes de territoire sur justement la déclinaison des politiques éducatives. Le mot est important, les uns pour les autres. Vous êtes combien aujourd'hui? On est plus de 650 adhérents. Adhérents et sympathisants? On double? 800. Voilà. Ce qui est déjà conséquent. Est-ce que les annonces du président Macron, effectivement, on a vu cette conférence de presse, et l'éducation, bien sûr, arrive toujours parmi les priorités des priorités, est-ce que ces annonces sont à la hauteur des enjeux actuels? Alors, pour avoir une réponse sincère, ces annonces, Ça va dans le bon sens, mais c'est pas suffisant? On n'est même pas tout à fait là, en fait. On les juge, nous, un peu dérisoires et un peu désuètes. Pour ne rien vous cacher, au regard des enjeux, notamment des enjeux liés aux questions de réduction des inégalités sociales. On sait que l'école, aujourd'hui, ne joue pas pleinement son rôle dans la réduction de ces inégalités. On est régulièrement épinglé. Exactement, notamment par le dernier rapport PISA, qui fait état, non pas d'un renforcement, mais en tout cas d'un maintien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration identifiée. Et on juge qu'effectivement, ces mesures ne sont pas du tout à la hauteur des attendus et des enjeux, de ces enjeux de réduction des inégalités. Avant de rentrer dans le détail, effectivement, et de savoir ce qu'il faudrait faire pour, pourquoi pas faire évoluer, faire changer effectivement ce modèle, notamment concernant les inégalités qui sont stagnantes ou croissantes, c'est selon. Que vous inspire, Gabriel Fraga, ces changements intempestifs au sein du ministère de l'Éducation? Est-ce qu'il faut une vision long terme et peut-être un peu moins de changement, plus de stabilité? Il est évident qu'une stabilité au niveau ministériel donnerait davantage de sérénité à tous les acteurs. D'abord, bien entendu, les enseignants au premier rang, mais aussi tous ceux qui gravitent autour de l'école. Et quelque part, il est là aussi peut-être le problème, c'est que quels que soient les derniers ministres qui ont pu se succéder, il manque quelque chose, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que l'école est identifiée comme un sanctuaire quand elle devrait être plutôt le pivot d'un réseau éducatif qui agrège les temps, non pas de l'élève, mais de l'enfant. Et c'est vrai que c'est aussi un élément sur lequel on est interpellé sur une certaine continuité un petit peu désagréable. Pourquoi on a l'impression de jamais entendre le terme de coéducation? Est-ce que, quand vous parliez justement de constats ou éventuellement de propositions un petit peu dépassées, désuètes, vous faites allusion un petit peu à ça? On n'est pas sur le bon shift, la bonne vision? Oui, je crois qu'on a besoin, au regard des enjeux de l'éducation aujourd'hui, on a besoin d'avoir des regards qui soient des regards croisés, enrichis en fait de la vision de chacun des acteurs, à la fois de la vision de l'État, qui conduit, on va dire, l'unité du service d'éducation, mais également le croisement avec les collectivités territoriales qui sont au plus près des enjeux des territoires
territoire, mais également des besoins des enfants, des familles dans chacun de nos territoires. Qu'est-ce que vous retenez, vous, justement, de votre dernier congrès? Le prochain congrès, c'est en décembre prochain, les 4, 5 et 6 décembre prochains, si je ne m'abuse, à Montpellier. L'année dernière, donc toujours en décembre, c'était à Strasbourg, au Parlement européen, un très bel écrin pour des thématiques ô combien fortes sur les politiques éducatives européennes. Exactement. Oui. Avec quelles leçons? Alors, quelles leçons? Bien déjà, l'opportunité de se décentrer. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est forcément ancrée dans la culture. C'est typiquement français ou au final, c'est... Je crois que on a une vision en France qui est assez centrée sur nos expériences passées. C'est-à-dire, on s'inscrit dans les siècles des Lumières, dans une idée qu'on serait plutôt avancée. Et je crois qu'on a à observer ce qui se passe dans d'autres territoires. Je pense notamment aux pays du Nord, qui sont toujours des exemples en termes d'épanouissement, de bien-être de l'élève, mais même aux pays du Sud, sur lesquels la question de l'égalité des genres, par exemple, je pense à l'Espagne, est bien plus en avance que la France. Donc je pense qu'on a à s'enrichir, comme je le disais, à croiser nos regards sur d'autres expériences nationales. Et c'est ce que nous avons fait durant ces 3 jours au Parlement européen de Strasbourg. Gabriel Fraga, pourquoi on ne s'inspire pas plus de nos voisins, de ce qui marche? C'est effectivement une question qu'on se pose régulièrement, parce que c'est vrai que quand on voit notamment certains exemples de pays, on parlait tout à l'heure de pays du Nord, qui ne voient pas l'éducation comme le seul prisme du temps de l'élève, mais bien du temps de l'enfant. Aujourd'hui, on a peut-être tendance à oublier que l'amplitude horaire de l'école sur une semaine en primaire, c'est 24 heures, quand le temps périscolaire représente à minima 30 heures par semaine. Sur le temps de vacances scolaires, 16 semaines quand même par an, 50 heures. Il y a effectivement peut-être quelque chose à créer sur un continuum éducatif, à créer à la fois dans les diagnostics, mais surtout dans la définition des besoins et surtout des politiques à mettre en œuvre pour justement avoir cette ambition de coéducation, mais aussi de réussite globale de l'enfant, qui dépasse la seule réussite scolaire. Alix. Rosanne, en quoi consiste le métier de directeur de l'éducation des villes ? Alors, le directeur de l'éducation des villes, c'est un cadre territorial, donc un fonctionnaire territorial, dont la mission est d'articuler l'ensemble des politiques éducatives sur le territoire. Donc, il va être en fait à l'interface de ses propres équipes, c'est-à-dire les agents territoriaux, je pense aux ATSEM, qui sont présentes auprès des enseignants dans les écoles maternelles, les animateurs, les personnels techniques qui interviennent dans les écoles pour la restauration et l'entretien des bâtiments. Et il va être en charge d'animer des synergies avec les enseignants, les directeurs d'école, les associations également qui interviennent dans le champ de l'éducation. Donc à la fois une mission organisationnelle, mais également une mission d'animation d'un projet éducatif sur le territoire. Et les stratégies à une échelle locale ? Exactement, en lien bien entendu avec les élus qui portent un projet politique sur le territoire, mais qui s'inscrit dans la mise en œuvre bien entendu des orientations qui sont définies par l'État et déclinées au niveau territorial en fonction des orientations spécifiques des élus de la commune, du département ou de la région. Est-ce que du coup c'est à lui de repenser la formation, que ce soit pour les professeurs ou les professionnels techniques? Alors là c'est un vrai enjeu que vous soulevez là. La formation, elle est divisée, comme l'organisation du service public d'éducation, entre l'État et les collectivités territoriales. Et l'enjeu, c'est d'arriver là aussi à croiser des temps de formation qui puissent accueillir dans un même temps les enseignants, mais également, je l'évoquais, les ATSEM, les animateurs ou les éducateurs de jeunes enfants. Gabriel ? Oui, sur le sujet, il est évident que l'ANDEF porte depuis plusieurs années cette ambition de formation. On entend et on est totalement solidaire du côté des enseignants qui réclament plus de postes. Il y a effectivement l'aspect quantitatif, il y a aussi l'aspect qualitatif, c'est-à-dire la montée en termes de formation pour les enseignants, la montée en formation également des personnels territoriaux, les animateurs, les ATSEM notamment, et puis derrière tout ça, des formations décloisonnées qui permettraient justement de créer les conditions du travail coopératif propre à chaque territoire. Rosanne Mérien, vous parliez justement de la reproduction des inégalités dans notre système en France. Comment on peut les limiter aujourd'hui en s'inspirant justement, pourquoi pas, des modèles, que ce soit un petit peu plus au nord ou un peu plus au sud ? Est-ce que vous avez eu des pistes de réflexion ou d'inspiration justement pendant votre congrès ? Oui, bien sûr. Alors, un des premiers enjeux, c'est la question de la mixité. Enfin, c'est d'ailleurs
discussions actuelles. La question, le renforcement de la mixité, c'est-à-dire qu'on évite les phénomènes de ségrégation spatiale, notamment urbaine, qu'on peut retrouver, et que les écoles soient des espaces où se rencontrent des enfants de différents milieux sociaux, culturel, ce qui permet d'avoir aussi pour les enseignants des niveaux qui soient hétérogènes et qui permettent de mettre en place des pédagogies qui soient centrées autour de la coopération, de l'entraide entre élèves. Donc à la fois, on est dans un modèle, une dimension éducative collaborative, et en même temps, on est dans un espace de rencontre, d'acceptation des différences, qui va aussi venir renforcer le modèle républicain et créer les conditions d'une communauté républicaine, d'une communauté éducative dans lesquelles les enfants apprennent à grandir au contact d'enfants qui sont différents d'eux-mêmes. Et il faut juste changer la pédagogie, ou ça demande des moyens? Est-ce que c'est facile à importer, ou est-ce qu'on peut faire évoluer assez facilement notre modèle vers cela, ou... Alors, sur la question de la mixité sociale, il faut un vrai engagement politique. On a des expériences, je pense notamment à la Haute-Garonne, je pense à Paris aussi, avec le principe de double sectorisation. Donc, il y a des expériences extrêmement positives, mais il faut un engagement politique, et là aussi, une démarche de conviction et d'accompagnement auprès des familles et des élèves eux-mêmes pour pouvoir, on va dire, donner confiance en l'école publique, et aussi donner confiance dans le fait qu'une plus grande mixité sociale, et c'est prouvé, sera un apport pour chacun des élèves, que vous soyez un élève plutôt fragile ou un élève plutôt en position, on va dire, forte ou issue de CSP. Gabriel Fraga, si je comprends bien, il faut une volonté politique. Mais alors comment on peut créer cette impulsion au niveau local et surtout national? Il faut créer le choc du décloisonnement. Bah oui, puisque le mot choc est largement utilisé, oui. Donc on va poser le choc du décloisonnement. Vous l'avez entendu, l'ANDEF porte à la fois le décloisonnement des professionnels de l'éducation, c'est-à-dire la sphère de l'éducation nationale, la sphère territoriale, et puis ce décloisonnement également qui permet cette mixité sociale. Tant qu'il n'y aura pas une volonté forte et commune de décloisonnement, et non pas de créer ce qu'aujourd'hui est appelé des groupes de niveau, mais bien plutôt des groupes solidaires, de collectifs, où on se rappelle que l'unité ne veut pas dire l'uniformité, ça pourrait quand même permettre d'avancer largement sur tous ces sujets et cette ambition de coéducation. Aujourd'hui, ça ne fait pas consensus, aujourd'hui, le fait que le modèle français crée des inégalités? Ah si. Si, je pense. Enfin, en tout cas, toutes les études le démontrent, et c'est quelque chose qui est ancré dans notre système éducatif depuis déjà plusieurs décennies. Des politiques ont été mises en œuvre pour combattre, ou en tout cas pour arriver à réduire ces inégalités. Depuis les années 80, les ZEP, tout ce qui est politique de géographie prioritaire, ZEP, après plus. Voilà, tous ces éléments-là ont démarré dès les années 80. Le plus de maîtres que de classes, le décloisonnement des classes qui a été mis en place, le dédoublement des classes qui a été mis en place par Jean-Michel Blanquer, fait partie de ces politiques, pour le coup des politiques engagées en faveur de la réduction des inégalités. Gabriel Fraga, quel regard vous portez sur la compétition en France et est-ce que justement le système français a toujours cette étiquette d'élitiste? Comment trouver le juste milieu? La compétition, on est dans une année olympique, donc la compétition, à la base, c'est pas un gros mot. La compétition, elle est bien à partir du moment où tout le monde part sur un pied d'égalité, vous allez me dire. Sur un pied d'égalité, et surtout avec les mêmes règles et le même entraînement, entre guillemets, sur le sujet. Aujourd'hui, on a quand même ce déficit d'égalité dans la sphère scolaire, dans la sphère périscolaire et même parascolaire. C'est aussi un sujet de parentalité à porter. Je crois que là aussi, le sujet de la parentalité, il est certainement à pas mettre de côté. Pardon, vous faites allusion à quoi quand vous parlez d'inégalité également dans la sphère para et périscolaire? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès aux mêmes activités en dehors de l'école. Quand on connaît des modèles sur certains pays où justement les enfants peuvent avoir, après le temps scolaire, des activités communes liées à la culture, liées à l'expression artistique, liées au sport, de la même façon, au même endroit, tous ensemble. Là aussi, c'est créer justement les conditions du futur vivre ensemble.
Vous savez, à chaque fois que on a des discussions tous les jours à propos de l'école ici à School TV, et souvent c'est cette petite phrase de Brigitte Macron qui me revient en tête. Alors c'était pas à propos de l'école à proprement parler, mais c'était de manière générale à propos des gens qui critiquaient le système, et on est les premiers à le critiquer. Et elle disait, vous savez, moi j'ai la chance de pouvoir voyager, et je vous mets au défi de me trouver un pays qui fait mieux. Vous lui répondez quoi ? Sous-entendu, on critique beaucoup, mais on a quand même aussi beaucoup de chance avec des enfants qui, aujourd'hui, s'ils le veulent, s'ils sont déterminés, peuvent réussir dans la vie avec une éducation appropriée. C'est la question le pays qui réussit mieux par rapport à quoi ? Et l'engagement républicain, c'est qu'on donne à chacun la possibilité, de s'épanouir à l'école, de s'émanciper à l'école, de pouvoir acquérir un libre arbitre dans sa capacité à penser, mais également pour que l'école doit permettre à chacun de réussir. Et là, la réussite, c'est quelque chose qui peut être très personnel. L'école française, elle a des atouts. Il y a un engagement très fort et de pluralité d'acteurs autour du service public d'éducation. Mais on peut faire mieux. Mais elle a aussi ses limites, et on le voit aujourd'hui, notamment avec la crise de recrutement au niveau des personnels éducatifs, qui va des enseignants aux animateurs, aux éducateurs de jeunes enfants. Qu'on ne cite pas assez. Exactement. J'ai le sentiment, c'est vrai, les animateurs, les éducateurs. Tout à fait. On parle toujours des profs. Exactement, mais en fait, vous avez autour d'un enfant, c'est ce que Philippe Mérieux appelle le trépied éducatif, la sphère familiale, la sphère éducative avec les enseignants, mais également ce qu'on appelle l'éducation informelle avec les animateurs. Et l'enfant va se construire à partir de cette pluralité d'acteurs. Et je pense que la question de la valorisation des métiers est aujourd'hui un enjeu qui permettra probablement à l'école de réussir encore mieux qu'elle ne le fait. Et c'est des choses qui sont mieux faites ailleurs, que vous avez pu observer, vous ? On entend beaucoup parler de la question de la rémunération. Alors vous me direz, la rémunération, ce n'est pas le seul élément de valorisation, et on est bien d'accord. Malgré tout, la rémunération, c'est un élément de reconnaissance sociale, de l'utilité sociale que vous pouvez avoir dans la société. Et il est admis par tous aujourd'hui que les enseignants en France sont moins bien payés qu'ailleurs en Europe. C'est d'ailleurs la démarche qu'a engagée le gouvernement pour réévaluer les salaires. Donc c'est un des axes, effectivement, de plus grande valorisation. C'est pas le seul. Les questions de formation, de conditions de travail sont aussi des éléments qu'il va falloir prendre en compte. Gabriel. Oui, moi je voudrais juste, pour répondre à votre question sur la remarque de Mme Macron, juste donner un indicateur qui est clair, net et observable. C'est le déterminisme social. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde tous les éléments sociologiques de déterminisme social, on voit bien que l'école et les acteurs éducatifs autour de l'école n'arrivent pas à offrir le tremplin adapté au potentiel des enfants. Pourquoi il est si difficile de transposer les systèmes ? Je vous ai un petit peu posé déjà la question tout à l'heure, mais pourquoi il est si difficile de transposer un système qui marche bien, par exemple, je ne sais pas moi, au Danemark ou en Espagne sur les différences de genre, à notre modèle français ? Est-ce que c'est le fameux mammouth qui a du mal à s'adapter ? Ce que je veux dire, c'est est-ce que l'impulsion poétique sur un plan national suffirait justement à faire bouger le mammouth ? Il faut nécessairement une double impulsion. Et je pense que l'impulsion, elle existe au niveau local, elle existe à travers les enseignants. Si on parle spécifiquement de l'école, vous avez sur le terrain des enseignants qui sont pleinement engagés pour faire réussir les élèves. Et tous les élèves, quel que soit leur niveau social ou quelle que soit la fragilité auquel l'enfant peut être confronté. Malgré tout, il y a besoin également d'une impulsion nationale. Et cette impulsion nationale, elle doit s'inscrire dans la durée. L'éducation, c'est une action qui s'inscrit dans le temps long. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, 3 ministres en 18 mois, ça laisse beaucoup d'incertitudes en fait et beaucoup d'instabilité au niveau des acteurs locaux. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des signaux qu'il faut renvoyer, notamment sur la continuité. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'en France, globalement, on s'enorgueillit de notre histoire, de ce que le pays représente justement pour l'éducation, et que on se repose un peu sur nos lauriers, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser. Comme diraient les enseignants, on se repose sur nos acquis. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on continue effectivement à interroger notre école au regard aussi de l'évolution de la société. C'est-à-dire que la question de l'accès à la connaissance n'est pas le même aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Nous n'avons pas nous-mêmes accès à la connaissance de la même façon, et les enfants eux-mêmes ont un accès à la connaissance qui est complètement différent.
ça nécessite que les enseignants soient aussi formés différemment. On n'est plus dans l'enseignant qui est disciplinaire, qui va transmettre la connaissance. L'enjeu de l'enseignant aujourd'hui, c'est d'arriver à savoir comment on gère, comment on agit, comment on traite cette connaissance dans le monde actuel. Et je pense que c'est vraiment un enjeu d'adaptation de l'école au monde dans lequel on est. Quel réarmement civique pour la jeunesse? C'est la question que l'on se pose dans un instant. J'ai appris les mots du président de la République juste après la loupe d'Alix Nguyen. Alix, tu nous parles aujourd'hui d'une association de jeunes engagés. Oui, elle s'appelle Acteurs de ton avenir et ce projet, c'est celui de Jules Le Dantec. Il a 22 ans, il habite à Rennes et il est médiateur social dans les transports. Et pour l'assister, il compte sur son secrétaire, Quentin, 17 ans, et une trésorière, Stérène, âgée comme Jules, de 22 ans. En créant cette association, Jules entend donner la possibilité aux 14-17 ans de s'exprimer et de débattre sur des sujets qui les concernent et qui les touchent, mais pas que. Acteurs de ton avenir va au-delà et accompagne les jeunes à différentes étapes clés telles que la recherche de stage. On écoute Jules nous en dire plus sur son projet. Après avoir fait partie des instances lycéennes, donc le conseil régional des jeunes et le conseil de vie lycéenne, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas beaucoup de structures ou d'associations permettant de donner la parole aux jeunes en dehors de leur établissement scolaire. C'est pourquoi, en août 2022, j'ai décidé de créer l'association La Voix de la Jeunesse, devenue depuis Acteurs de ton avenir, pour un objectif clair, donner la parole aux jeunes 14-17 ans, afin de leur permettre d'agir sur les enjeux de la société et de devenir acteurs et porteurs de leur jeunesse. Aussi, depuis le mois de mars 2023, nous travaillons sur un projet nommé Ensemble vers la médiation, avec 3 objectifs principaux. Former les élèves à la médiation par les pairs pour leur permettre de lutter contre le harcèlement scolaire, accompagner les jeunes en recherche de stage afin de les accompagner ceux notamment qui sont confrontés à beaucoup de refus et accompagner les jeunes qui ont fait l'objet d'un conseil de discipline pour éviter qu'ils récidivent dans le futur. On l'a compris, l'initiative est assez transversale, notamment avec Ensemble vers la médiation, puisqu'elle englobe plusieurs sujets, notamment la question du harcèlement scolaire, un sujet cher à Jules. On l'a entendu aussi, un atelier propose de soutenir les élèves dans la conduite de leur médiation, qu'il s'agisse de résoudre des conflits au sein de la classe ou entre professeurs et élèves. À l'avenir, Jules envisage d'organiser des débats entre élèves, mais aussi des actions liées à la vie démocratique, des initiatives sur les conduites à risque et sur la sexualité. Bref, Jules est très impliqué et il déborde d'idées. Donc, avis aux jeunes Bretons qui nous regardent et que ça intéresse. L'association est ouverte à toutes et à tous, principalement à Rennes, pour le moment en tout cas. Dans quelle mesure est-ce que vous intégrez les jeunes dans vos réflexions à l'AMDEV ? Alors, c'est effectivement une question qui est au cœur de notre réflexion actuellement. D'ailleurs, nous allons consacrer notre prochain congrès annuel à Montpellier à cette question sur la place des enfants et des jeunes, à la construction des politiques publiques, que ce soit au niveau des villes, comme je le disais, des départements ou des régions, en laissant pleinement leur place à ces enfants et ces jeunes comme experts, on va dire, de l'usage, avec une expertise d'usage sur tous les secteurs qui les concernent. On parle bien sûr de l'école, mais également des temps périscolaires, on l'a évoqué, ou encore du droit aux vacances. Et on souhaite les mobiliser sur toutes les questions qui les concernent au niveau territorial. À commencer par la citoyenneté ou pas? On parlait effectivement de ce réarmement civique dont parlait le président de la République, Gabriel Fraga. Comment s'y prendre et surtout, est-ce qu'on s'y prend bien? Comment s'y prendre? Je pense que c'est tout simplement, à l'image du reportage qui vient de passer, c'est d'être à l'écoute justement de ces jeunes. Ils ont une autonomie, ils ont une liberté, ils sont en train de devenir des futurs citoyens. Ils sont des citoyens aujourd'hui. Essayer de travailler le sujet de la citoyenneté comme s'ils en étaient totalement écartés, et à mon avis un mauvais cheminement. Là, on est clairement sur la volonté de pouvoir laisser la parole à la jeunesse. Je pense que c'est une tranche d'âge qui a besoin de tâtonner, qui a besoin de tester, qui a besoin de s'exprimer. C'est en ce sens que les adhérents de l'ANDEV ont choisi cette thématique notamment pour le congrès 2024. Mais aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de tout simplement laisser la parole et faire confiance. Faire confiance. Faire confiance, c'est le maître mot. Et qu'est-ce que vous répondez aussi à tous ces gens ces personnes peut-être plus âgées comme nous, qui disent que cette génération ne s'engage pas? Vous inscrivez en faux?
Oui, enfin, on le voit à travers le reportage qu'on vient de voir. On a des jeunes qui sont pleinement engagés sur les questions sociétales. Je pense notamment à la question des inégalités. On voit dans nos territoires de nombreux jeunes qui vont faire des maraudes. Au moment de la crise Covid, qui ont organisé des distributions de nourriture, de repas. Donc je crois qu'ils ont une vision de l'engagement qui est bien plus pragmatique et opérationnelle peut-être que celle qu'on pouvait avoir dans les générations précédentes. Et je pense notamment aussi à leur engagement sur la transition écologique et sociale, sur lesquels je pense que la génération des enfants et des jeunes qui arrivent là n'ont aucun doute sur la nécessité d'agir. Et maintenant, la question, c'est qu'on leur donne l'action politique. Il faut qu'on leur donne le pouvoir d'agir. Gabriel ? Oui, est-ce qu'aujourd'hui on a une tranche d'âge plus impliquée, plus responsabilisée que la jeunesse dans nos territoires sur les sujets de développement durable en général et sur la transition économique? Je ne pense pas. C'est vraiment eux qui aujourd'hui sont sincères et engagés sur le sujet. Donc il faut les suivre, il faut leur donner la parole. Et il faut que les adultes, le monde des adultes, leur donne les moyens justement de pouvoir devenir acteurs des éléments auxquels ils pensent et auxquels ils croient. Que vous dit justement toutes les personnes que composent votre réseau? On a dit 600 adhérents, 800 sympathisants. Okay. Quelles sont les questions récurrentes et quelles sont peut-être les alternatives les plus faciles à mettre en place les concernant? Alors, il y en a beaucoup, j'imagine. Oui, il y en a beaucoup. Les questions récurrentes, c'est sur la façon, comme je disais, où on crée des dynamiques au niveau territorial. C'est-à-dire comment on arrive, à travers un projet éducatif de territoire, à effectivement répondre aux besoins spécifiques du territoire, aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes, et notamment peut-être ceux qui sont le plus en situation de fragilité. Je pense aux enfants en situation de handicap. La question de l'éducation inclusive est un vrai sujet qui est au cœur de la préoccupation de nos adhérents. Donc c'est un axe fort de notre réflexion. Et on a d'autres sujets qui balayent, qu'on vient de balayer. La question de la transition écologique et sociale est aussi un enjeu très fort. Vous évoquiez les questions de citoyenneté sur les politiques jeunesse. C'est aussi un axe sur lequel nos collègues sont très engagés. Sur la question d'inclusion, là aussi, on dit toujours que l'inclusion est une grande cause nationale. Sur les questions d'inclusion, là aussi, on a matière à progresser, on peut progresser là aussi. Il y a forcément des marges de progression, mais pour répondre également à une précédente question qui était de se dire, est-ce qu'aujourd'hui tout va mal, est-ce qu'on est moins bien que les autres? Il y a peut-être aussi l'autoflagellation à utiliser avec parcimonie, parce que derrière tout ça, nous, ce qu'on peut voir par le prisme de tous les territoires, les plus grandes villes de France comme les villes les plus rurales, qui sont également adhérentes à l'ANDEV, la bonne nouvelle, c'est que, premièrement, on a confiance sur le fait qu'au sein des ministères, il y a certainement, effectivement, beaucoup de personnes qui veulent bien faire. Au sein des territoires également, au sein de l'éducation nationale également, au sein des animateurs, des personnels, des crèches également. Le seul élément qui manque et qui permet justement l'inclusion, pour répondre à votre question et pour rendre justement tout ce système inclusif, c'est quelle instance aujourd'hui existe où on prend tout le monde, ces jeunes qui ont des idées, ces professeurs qui ont des ambitions, les ministères qui ont des idées, des projets de loi, des circulaires. Quand est-ce qu'il existe un moment d'agora où justement il y a de l'échange avec tout le monde pour essayer de... Comme vous faites à l'ANDEV, concrètement. Comme on fait de façon micro quand même au niveau de l'ANDEV. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une instance qui permet de partager et de faire ensemble un diagnostic, identifier les besoins et donc identifier ensemble des solutions? Le problème, c'est que tout le monde essaye de faire bien de son côté, mais rarement collectivement. Tirer la couverture un petit peu à soi. Rosane Merrien, Gabriel Fraga, vous nous donnez les 4, 5 et 6 décembre prochains. Rendez-vous à Montpellier. Vous nous rappelez la thématique ? Alors, sur la question de la participation des enfants et des jeunes à la construction des politiques publiques. Un immense merci, c'est toujours trop court, mais on aura bien sûr le bonheur de vous recevoir une nouvelle fois et bien sûr, pourquoi pas, de se déplacer du côté de Montpellier en décembre prochain. Il fera beaucoup plus doux qu'à Paris. Rosane Merrien, présidente de l'ANDEV, merci d'avoir été avec nous. Gabriel Fraga, vice-président et directeur général adjoint Synergie éducative concernant l'ANDEV. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce nouveau plateau de School TV Le Mag. Alix, on se retrouve demain. À demain. Je n'arrive plus à parler, c'est pas grave, c'est la fin de l'émission. Ciao.